Alors, je vois qu'il y a déjà une personne qui est arrivée. Alors, ça va permettre de faire un petit test. Valérie Duret. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est Valérie. Est-ce que vous m'entendez, Valérie? Ah. Est-ce que vous m'entendez, Valérie? Alors, là, ça devrait être bon. Là, vous devriez pouvoir au moins chatter. Voilà. Par contre, vous pouvez pas parler pour le. Ouais, votre micro, il est désactivé. Alors ça, par contre, je ne sais pas l'activer. Alors quand vous parlez, oui, il y a pas de, il y a pas de son. J'ai cru que je voyais la fonction. Est-ce que vous pouvez pas activer votre micro? On va attendre un petit peu que. Alors, c'est en train d'enregistrer, hein. Donc voilà, ce sera le webinaire test. Non, je ne peux visiblement pas intervenir sauf en message. Ouais, d'accord. J'ai cru tout à l'heure que j'avais comment dirais-je, le contrôle du son, mais ouais, mais je sais plus où ça se situe pour les participants. On va attendre que les autres arrivent. Donc là, il n'y a personne pour l'instant, donc ça me permet de voir si je trouve la façon d'activer le micro. J'avais cette fonctionnalité tout à l'heure, mais je ne retrouve plus l'onglet correspondant. Ah, zut. Ah, j'ai eu peur. Je suis sorti du truc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de participants.
Vous me voyez normalement, vous m'entendez normalement, hein, vous me confirmez, même si je peux pas vous entendre moi. Ah voilà, autorisé. Peut-être que ça va marcher. Valérie, vous êtes toujours là? Bonjour, Marc Lewinsky. On va attendre 5 minutes si vous êtes d'accord avant que je commence. Parce que comme il n'y a qu'un seul participant plus Valérie Duret, si vous êtes d'accord, essayez de d'écrire en dessous parce que je crois que malheureusement le micro. Ah, zut, vous m'entendez plus. Ah, bah, zut alors. Alors, alors attendez. Hmm, attends, zut. Je sais pas ce que j'ai fait. Vous m'entendez toujours plus, Valérie? Ah, et Valérie ne m'entend plus. Ah, alors je ne sais pas pourquoi. Et Marc Lewinsky, vous m'entendez, vous, par contre? Alors, je sais pas du tout pourquoi ça marche pas pour Valérie. C'est pas logique que l'un des deux m'entende.
Bah écoutez, je sais pas pourquoi. C'est la deuxième fois que je le fais, normalement c'est bon. Là, enregistrer la discussion. Attendez, je sais pas ce que j'ai fichu. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, vous m'entendez maintenant, Valérie, c'est ça? Mais j'ai rien fait d'extraordinaire. Vous me confirmez que vous m'entendez toujours? D'accord. Et donc votre son ne marche pas. Pourtant, j'ai cru que j'avais bidouillé un onglet pour que vous puissiez. Mais bon, donc moi ce que je vous propose donc c'est qu'on attende encore. Là, il est 19h08. On va peut-être attendre 2-3 minutes si vous êtes d'accord. Après, je vais donc faire le topo. Et à la suite de ça, eh ben, à la suite du topo, je répondrai à vos questions par écrit. Donc, si vous êtes d'accord, comme je l'avais fait la précédente fois. Ça aurait été bien qu'on puisse activer les micros, mais j'ai pas réussi à paramétrer vos micros. Pourtant, j'ai été dans tous les onglets possibles, à la fois dans la programmation du webinaire et et ici sur l'interface. Et je ne comprends pas pourquoi votre micro n'est pas activé. Donc, on va devoir faire comme ça par écrit si vous êtes d'accord avec ça. Marc, si vous êtes d'accord, on va attendre encore un petit peu, 2-3 minutes, ça vous va? J'essaierai d'activer de toute façon, à la fin, le temps sera le même. J'ai vu votre nom dans les correspondants, vous êtes généraliste, c'est ça? Vous faites quoi en fait? Ah oui, d'accord, pardon, désolé. Désolé, les messages vont vite. D'accord. Traumato du sport. Ah, voilà, on a Zoé Angie. Je crois que tout le monde va arriver. Oui, c'est parce entre les inscrits et les participants, bah, on a bien compris que c'était pas totalement raccord. Ça, c'est le principe d'un webinaire. Euh, Donc, on va se fixer une heure de départ. Voilà. On va peut-être se fixer 2 minutes, hein, il est 10, 2-3 minutes, et puis je commencerai. Les autres rejoindront le topo euh, en cours de route. Et Zoé, vous êtes praticienne généraliste aussi? Ok, Marc, j'ai compris. Traumato du sport, expertise. Et Zoé, vous entendez bien? Ok, parfait. Bon, donc tout le monde entend. On va pouvoir commencer parce que je pense que ça va arriver trop au compte-gouttes, vu comment c'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer? Vous préférez? Oui, ça vous va? Ok, voilà.
Ok, je vais juste réactiver la fenêtre à côté pour voir un petit peu la fenêtre de... Alors la fenêtre de discussion, je l'ouvrirai après. Je vais juste activer la fenêtre de participation. Voilà, donc bah, écoutez, merci d'être présent. On est, même s'il n'y a pas grand monde pour l'instant, c'est vrai que c'est pas évident de mobiliser les gens comme ça pour venir écouter un topo en fin de journée, mais on va y arriver. Alors, c'est le deuxième webinaire en fait de l'Institut de radiologie de Paris, d'Excellence Imagerie. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Il y a déjà une programmation qui est faite sur plusieurs prochains qui auront lieu environ toutes les 4 à 6 semaines. Bah, le but, c'est de voilà, vous faire un topo sur des sujets précis et voilà, en but de formation, en but de vous faire part des explorations qu'on fait maintenant aujourd'hui en imagerie dans un centre de pointe comme le nôtre et, et recueillir vos impressions et vos principales questions. Alors, la coloscopie virtuelle. Alors, le sommaire, on va étudier d'abord les données épidémiologiques du cancer colorectal, les principes du dépistage en France, ensuite l'intérêt de la coloscopie virtuelle, comment elle s'intègre dans ce dépistage, les principes techniques de la coloscopie virtuelle, les performances de la coloscopie virtuelle. On parlera rapidement de la coloscopie virtuelle et l'intelligence artificielle, rapidement aussi de notre compte-rendu radiologique type, et puis on recentrera après, en conclusion, sur les recommandations de la coloscopie virtuelle en France, en Europe et aux États-Unis, dans le continent nord-américain, puisqu'on verra que ce n'est pas les mêmes. Euh, donc, le cancer colorectal, quelle est son épidémiologie? C'est 45 000 cas environ en France par an, 17 000 décès par an, ça en fait le deuxième. Il est au deuxième rang des décès par cancer chez l'homme, au troisième rang chez la femme. C'est le troisième rang de tous les cancers. Il touche essentiellement les sujets dits à risque de plus de 50 ans, ce qu'on va définir comme le risque moyen. Le dépistage, en général, est recommandé tous les 5 ans, qu'il soit organisé pour le risque moyen ou individuel. On va le voir après pour des risques particuliers. La mortalité de ce dépistage est en baisse depuis 30 ans grâce au dépistage. Le cancer colorectal est une tumeur maligne du côlon et du rectum. Il fait suite dans la très grande majorité des cas à la dégénérescence d'une tumeur bénigne qu'on appelle communément polype et qui peut correspondre histologiquement, qui correspond à un polype qu'on dit adénomateux. La durée de transformation d'un polype est longue, d'où l'intérêt du dépistage précoce. Elle peut s'étendre entre 5 jusqu'à 10 ans. Le cancer évolue fréquemment sans symptômes avant-coureurs. Il peut être diagnostiqué devant l'apparition de signes fonctionnels, digestifs, de douleurs abdominales, de signes généraux, de signes physiques, de signes biologiques. On l'a vu, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent en France et le deuxième en termes de mortalité. La France est l'un des pays d'Europe où l'incidence du cancer est la plus élevée pour les deux sexes. Ces cancers sont sporadiques dans 80% des cas, ils surviennent dans un contexte familial dans 15% des cas, donc dans une minorité de cas, et sont liés à une prédisposition génétique dans 5% des cas. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, meilleur est le taux de survie, avec un taux de survie de 90% à 5 ans pour les stades localisés, notamment ceux qui n'atteignent pas la séreuse. L'objectif du dépistage est de détecter une lésion à un stade précoce curable. Alors, en France, selon le niveau de risque du cancer colorectal, on va individualiser deux types de dépistage. Le dépistage dit organisé pour les personnes dites à risque modéré
C'est essentiellement le test des selles, le test Hémoculte 2, suivi de la vidéocoloscopie si ce résultat est positif, si ce test est positif. Et on va aussi avoir en parallèle un dépistage dit individuel pour les personnes à risque élevé ou très élevé qui, elles, se verront proposer la coloscopie d'emblée. Alors, on réalise en France plus d'1 million de coloscopies par an, dont 70 000, c'est-à-dire 5%, dans le cadre du dépistage organisé. Dans ce contexte, les médecins traitants ont un rôle clé, central, mais aussi les autres praticiens cliniciens en général, mais on va parler ici principalement des médecins traitants, qui ont un rôle clé pour évaluer le niveau de risque et l'orientation vers la bonne filière de dépistage adaptée à leur niveau de risque. Donc, il va évaluer ce niveau de risque de cancer colorectal. Risque moyen, c'est le dépistage dit organisé, c'est un risque de 3-4%, risque cumulé. Pour les risques élevés et très élevés, qui vont de 4 à des chiffres très élevés de risque cumulé, on va recourir au dépistage individualisé par coloscopie et suivi adapté au niveau de risque. Les facteurs de risque, on les a vus, l'âge supérieur à 50 ans, les antécédents personnels ou familiaux d'adénome, les maladies inflammatoires du côlon, les MICI, les syndromes génétiques comme le syndrome de Lynch et certaines conditions hygiéno-diététiques défavorables. Mais ce dépistage a des écueils. Alors, quels sont ces écueils? Bien entendu, c'est une adhésion qui est insuffisante. 5 millions de personnes ont participé au dépistage en 2019-2020, avec un taux de participation en baisse, probablement lié au Covid, un taux de participation de 29%. On rappelle que pour qu'un dépistage soit efficace, le taux minimal acceptable est de 45%. Ce dépistage, autre écueil, a de nombreux faux positifs et faux négatifs liés au test de sang occulte. 4% seulement d'hémocultes positifs, dont 70% de coloscopie normale. Il y a une mauvaise acceptabilité de ce test, euh, que ce soit le test des selles et au-delà de la vidéocoloscopie, sauf, on le verra après dans une étude qui a été réalisée outre-Atlantique, les tests immunohistochimiques dans les tranches d'âge jeunes, mais ça, on le met à part. La vidéocoloscopie est un examen qui est un peu rebutant, parce que c'est un examen invasif qui nécessite une courte hospitalisation ambulatoire, une anesthésie générale, des risques théoriques qui peuvent aller entre 0,2 et 1% selon les études, et l'immense majorité des polypes ne saignent pas. Donc, dans le cadre du test des selles, c'est très important de le signaler, l'immense majorité des polypes ne saignent pas, d'où l'intérêt majeur de les dépister, ces polypes, pour réduire l'incidence et la mortalité du cancer, donc par des tests fiables de détection de ces polypes. Les études récentes ont été réalisées qui sont très intéressantes. Je vous en cite trois rapidement. L'étude nordique qui a été réalisée en 2022, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. C'est un essai randomisé multicentrique sur 10 ans qui a concerné 80 000 participants. Alors certes, on a observé une réduction du risque de 18%, avec un risque de mortalité réduit de 10%, mais l'écueil de cette étude, c'est précisément une mauvaise acceptabilité, puisque seulement 42% des personnes incluses ont réellement fait la vidéocoloscopie. L'autre écueil de cette étude, c'est que la coloscopie optique est dépendante de l'opérateur. On a noté de grandes variations dans la détection du taux d'adénome en fonction de l'expérience de l'opérateur. Dans cette étude, qui était une enquête en ligne parue dans le Clinical Gastroenterology of Hepatology en 2022, on note une préférence de la population des tranches d'âge jeunes, inférieures à 50 ans, donc un risque d'adénome potentiellement à risque de dégénérescence des années plus tard, une préférence pour les tests immunofécaux par rapport à la coloscopie optique jugée trop invasive. Mais, ce test immunologique, encore une fois, méconnaît nombreux adénomes à risque. Dans cette étude parue dans l'Annal International of Medicine en 2022, c'est une étude, cette fois-ci, qui va montrer la grande hétérogénéité encore des opérateurs. Sur 116 000 endoscopies réalisées par 360 endoscopistes,
On a un taux de détection des adénomes qui est très hétérogène en fonction de ces endoscopies, entre 40 et 80%, donc l'écart est considérable, avec un taux de cancer de l'intervalle significativement plus élevé dans les cas vus par les endoscopistes ayant un plus faible taux de détection. Alors la coloscopie virtuelle, dans tout ça. Alors, on en parle, ça ce sont des articles parus en ligne récents, donc on parle de la coloscopie virtuelle, on en parle beaucoup, mais on constate, notamment dans notre activité à nous au quotidien, qu'il y a encore malheureusement une grande méconnaissance euh, à la fois des patients, mais même des praticiens sur la possibilité de recourir à cet examen malgré qu'il existe en routine à des niveaux élevés de diagnostic et de performance depuis 2005. Hein, donc ça fait de nombreuses années. Quelle est la place de la coloscopie virtuelle? Comment peut-elle s'intégrer dans ce dispositif? Bah, tout d'abord, la coloscopie virtuelle a une meilleure acceptabilité à titre ponctuel. Il n'y a pas d'anesthésie générale, pas de risque lié à l'examen. Ces concepts-là n'existent pas. On a une meilleure adhésion au suivi à long terme. On a une détection qui est plus reproductible des adénomes que la coloscopie optique. Moins d'écueils liés à l'opérateur. L'examen est archivé, possibilité de relecture par de multiples opérateurs. Une meilleure acceptabilité donc aussi pour les tranches d'âge plus jeunes et accessoirement plus économiques. Et tout ça pour aboutir à une diminution significative du risque de cancer. Alors, ce qu'on nous dit souvent, oui, mais si on trouve un polype, on doit faire la coloscopie pour l'enlever. Ça, c'est une des observations qu'on entend le plus souvent dans notre quotidien. Oui, mais qu'est-ce qu'on répond? 8 coloscopies virtuelles sur 10 ne montrent pas de polype significatif. Donc, on peut tout à fait imaginer une vie entière à passer simplement un scanner de détection tous les 4-5 ans, donc de façon nettement moins invasive, et ne jamais quasiment devoir subir de vidéocoloscopie, ce qui est très intéressant et très rassurant, notamment pour la protection par rapport au cancer. Oui, mais la coloscopie virtuelle permet une cartographie complète et précise de ces polypes que l'on est amené à trouver, diminuant le risque de coloscopie incomplète, l'annulant presque, même quasiment, ou de ratage de polypes distaux ou de polypes cachés, notamment derrière des plis australes. Il permet donc une coloscopie optique qui suit plus rapide, moins à risque, plus efficace. Il permet aussi parfois de poser la bonne indication complémentaire, s'il y a notamment une atteinte extracolique associée, s'il y a un polype de grande taille ou mal placé ou mal positionné. Ça peut être une indication chirurgicale d'emblée versus une vidéocoloscopie. Au total, la visualisation de polypes à la coloscopie virtuelle n'est pas un échec, tout au contraire, c'est un succès de cet examen, car il permet de poser l'indication optimale des explorations complémentaires grâce à ce fameux bilan lésionnel et cette cartographie précise et fiable, en même temps qu'une analyse complète intra-abdominale, notamment à la recherche de lésions pariétales extracoliques. Les objectifs à terme, on l'a vu, meilleure acceptabilité, meilleure adhésion au dépistage, détection optimale augmentée des lésions à risque, d'où augmentation significative du nombre de vidéocoloscopies réalisées en vue de polypectomie, d'où diminution de l'incidence et de la mortalité du cancer colorectal. Alors, je fais une petite aparté. C'est vrai que le but, donc, quand on lit ces slides, euh, le but de la coloscopie virtuelle n'est en aucun cas de diminuer le nombre de coloscopies optiques faits par nos amis gastro-entérologues. Tout au contraire, il permet de capter un public beaucoup plus large de façon fiable afin justement de ne réaliser à terme que des coloscopies qui ne seront que des coloscopies interventionnelles, donc uniquement des coloscopies pour retirer des polypes et donc sur un nombre beaucoup plus grand de population. On vient maintenant à la coloscopie virtuelle. Ça va pour tout le monde? Donc je continue. Annie nous a rejoint. Bonjour Annie.
Annie Charrier, éminente gynécologue et amie. Alors, zut. On vient à la coloscopie virtuelle. Alors, j'avance vite. Scanner haute résolution, bien évidemment, dernière génération, permettant une imagerie donc de très haute résolution, des temps d'acquisition extrêmement courts, de quelques secondes par acquisition. Et vous savez qu'il y a maintenant une dose de rayonnement du scanner, bon, c'est valable pour la coloscopie virtuelle, en fait c'est un scanner abdominal, qui sont de plus en plus faibles, grâce notamment au perfectionnement des machines, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des protocoles de ce qu'on appelle de reconstruction itérative, qui permettent tout ça d'aboutir à des réductions de doses considérables qui n'ont plus aucune commune mesure avec les doses de scanner qu'on employait il y a 10 ans et même il y a 5 ans. L'examen consiste en ces grands thèmes, donc préparation, la réalisation de l'examen et l'interprétation du radiologue sur console. La préparation, on va le voir après. L'examen tomodensitométrique, la réalisation, il dure à peu près 5 minutes, montre en main, 5-6 minutes. Il est réalisé par des manipulateurs ou des manipulatrices. Moi, ça tombe bien, je fais une aparté, on a beaucoup plus de manipulatrices que de manipulateurs en radiologie, en imagerie. Je trouve ça plutôt heureux même si on est dans le milieu médical et qu'il n'y a pas de problème de sexe et de choses comme ça, mais je trouve ça plutôt heureux que des manipulatrices puissent s'occuper de personnes de sexe féminin, parce que c'est vrai que c'est quand même un examen qui est euh, un petit peu intime, on va dire. Donc voilà, ça c'est une aparté, mais c'est des choses qu'on entend souvent. Donc c'est préférentiellement fait par des femmes, mais ça c'était une aparté, chacun appréciera après. C'est une petite aparté dans le vécu quotidien. La préparation, elle comprend euh, un produit laxatif qui est représenté par le citraflite, plus des comprimés de bisacodyl. Tout ça, ça sert à la vacuité du côlon, à la vidange colique. Des opacifiants digestifs, un opacifiant pour les matières solides, le micropack, un opacifiant pour les matières liquides, pour l'eau qu'on ingère, qui est le Télébrix gastro. Quand on entend la moindre allergie à l'iode ou quoi que ce soit, on va désangoisser le patient, j'enlève le Télébrix gastro. Voilà, c'est un peu de l'artisanat et on constate finalement à la fin que l'examen reste quand même de bonne qualité. Donc, c'est pas gravé dans le marbre, on peut retirer au cas par cas certains produits. Le plus efficace de toute cette liste, c'est le régime sans résidus. C'est lui qui va permettre la vacuité du côlon principalement. Je dirais même avant, c'est plus important même avant que le laxatif. Et bien sûr, une bonne hydratation. Alors ça, ce sont les fiches, c'est un exemple de plaquette qu'on délivre à nos patients, vous voyez, l'introduction explicative, le déroulé de l'examen, avant l'examen, pendant et après. Le déroulé dans la journée de la veille, puisque la préparation a lieu la veille. L'examen est réalisé le lendemain matin. Vous voyez, donc je passe vite. Il y a une chronologie de prise des produits opacifiants, du micropack et du Télébrix, une chronologie de prise des produits laxatifs, notamment le soir, au moment du dîner. Voilà, il ne faut pas prévoir d'avoir une vie sociale ce soir-là, bien que les différences entre les individus sont très importantes. On note de grandes hétérogénéités euh, dans- voilà, dans le ressenti de ces produits. Il y en a chez qui ça ne fait pas beaucoup d'effet et qui vont quand même avoir une très bonne préparation, d'autres qui vont en souffrir. Il n'y a pas de standard là-dessus. Le lendemain, un petit café, un thé, c'est tout, et on passe l'examen avec une reprise complète d'activité strictement normale, sans restriction aucune, et donc aucun produit injecté, je le reprécise, juste des produits ingérés la veille. On utilise un insufflateur à CO2, donc, qui permet une insufflation automatique du gaz. C'est un gaz inerte qui est donc
insuffler sous contrôle. On va insuffler 4 litres, mais on pourra rajouter litre par litre, sans limite, jusqu'à la douleur quasiment. Le tout afin d'obtenir une très bonne dilatation colique, une dilatation qui va être instantanée, une dilatation qui va être instantanée et qui va disparaître à l'instant même où on arrêtera d'insuffler, à la différence de l'air, car les patients ne gardent pas le gaz est automatiquement et instantanément évacué et expiré, donc il n'y a pas de problème de garder le gaz, il disparaît au moment même où le patient descend de la table du scanner. Cette préparation, on le constate, est très bien tolérée. On l'a vu, le citraflite aide à la vacuité colique, mais n'est pas indispensable. Et on a des études qui sont parues, qui montrent sans le produit laxatif et qui montraient des résultats comparables uniquement grâce au régime sans résidus. Le marquage des fluides et des sels, c'est important. Ça permet d'améliorer la détection et la caractérisation. Le déroulé, donc on l'a vu, canule stérile, 2 ou 3 acquisitions différentes, le tout pour 5 à 6 minutes d'examen. Je passe rapidement sur les données dosimétriques, mais 2 à 3 millisieverts, c'est l'équivalent d'une irradiation naturelle annuelle qui est à peu près de 3 millisieverts, tout en sachant que maintenant on est sur des niveaux maintenant en deçà de ces chiffres. On réalise donc une acquisition, on l'a vu, 2 à 3 acquisitions, je vous explique un petit peu, pour obtenir cette image-là avant de lancer les images. Un côlon qui est bien dilaté, ça on l'apprécie sur le scout. L'interprétation, il y a 2 façons d'interpréter où on peut combiner les deux. La première interprétation consiste à analyser très méthodiquement les coupes natives, qui sont les coupes 2D du scanner. Ensuite, en fonction des images trouvées sur ces coupes natives, on va les corréler aux images dites 3D de notre logiciel. En l'occurrence, nous travaillons avec General Electric. Donc, c'est le logiciel 3D, est un logiciel qu'on appelle autodissection. On va le voir par la suite. Voilà donc les images 2D. Alors, ces zones de blanc que vous voyez ici sont l'eau qu'on a ingérée la veille, donc les fluides, qui sont blancs car ils sont marqués par le produit de contraste, en l'occurrence le Télébrix. On va voir à quoi ça sert après. Là, voici une séquence. Donc, là, je vous le fais vite, hein. Et donc, on va analyser très méthodiquement, segment par segment, du rectum au cécum, à la recherche donc d'images évocatrices de polypes. Et une fois qu'on aura déterminé ces images, je vais essayer de pousser voilà, ma barre des tâches. Une fois qu'on aura analysé ces images, on va voir leur corrélation avec la 3D. Et vous voyez ici cette petite image qu'on a facilement trouvée qui correspond à un petit polype qui doit faire à vue de nez entre 5-6 mm, donc une excellente taille de dépistage. On va le voir par la suite. Encore un autre polype vu en 3D avec sa corrélation au préalable 2D. Ici, une masse hautement suspecte, hein, c'est un cancer, masse végétante, irrégulière, sténosant la lumière colique. Et d'autres polypes, un polype adénomateux ici de grande taille, environ 20 mm, et d'autres micropolypes de probablement moins de 5 mm. D'autres polypes vus en 3D avec leur corrélation 2D. Après, l'autre méthode, ça consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire on va directement sur la vue qu'on va vous montrer après, la vue autodissection, donc la vue 3D. La vue 3D, en fait, sur le logiciel de General Electric, ce sont des segments coliques qui sont dépliés comme un livre. Les segments du côlon sont séparés les uns après les autres, du rectum au cécum, et on déplie en fait cette lumière colique à la recherche d'images qui pourraient évoquer des polypes. Et une fois qu'on a trouvé ces images, on va les corréler à l'image 2D native du scanner. Vous voyez, ici, ça ne vous parle peut-être pas, heureusement d'ailleurs, sinon à quoi servirait notre expérience? Il y a des faux positifs, hein, de nombreux faux positifs, et il y a des vrais positifs. Donc ici, c'est un polype avec la flèche jaune ici, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve ici.
Là, toute l'expérience donc de l'opérateur va jouer. Ça, c'est assez facile. C'est un énorme polype qui est probablement un adénome avancé vu sa taille et son irrégularité. Alors, quels sont ces avantages de la préparation qu'on a vue, de le Télébrix et le Micropact? Quels sont les avantages de prendre ces produits opacifiants? Il y en a deux principalement. Un qu'on va appeler le cleansing et un autre qu'on va appeler le tagging. Le cleansing, ça concerne les fluides, donc l'eau qui est restée dans le côlon. Grâce à cet opacifiant du Télébrix, on va pouvoir, grâce à cela, supprimer ces fluides, les faire disparaître grâce au fait qu'ils aient été reconnus par le produit de contraste et pouvoir détecter en dessous des éventuels polypes. Le tagging, c'est pareil, ça va pouvoir permettre, ça c'est pour les matières fécales, donc tout ce qui est solide, permettre de reconnaître les matières et de les différencier des polypes. Voilà un exemple de cleansing. Vous voyez qu'ici, avant pardon, suppression des fluides et après suppression des fluides, vous voyez, le fluide a disparu et on voit donc le fond de la paroi où peut siéger un polype. De la même façon ici, sur la vue 2D, vous voyez un surnageant qui est en fait le liquide qui a été marqué par le Télébrix. Ici, la vue 3D avec le surnageant. Quand vous pratiquez le cleansing d'un seul clic, hein, donc, vous pouvez voir ici ce polype qui était caché dans le fluide, qu'on distingue un petit peu ici en 2D, mais que l'on voit très facilement ici sur la vue 3D. Le tagging, lui, c'est le marquage des sels directement. Il s'obtient grâce au micropack. Il permet donc de marquer les fesses préférentiellement et donc de diminuer les risques dits de faux positifs. Mais il permet aussi de reconnaître un authentique polype grâce à la densité tissulaire qui est recouverte du produit. Ça aussi, le rôle de l'opérateur est important. Le rôle de l'interprétateur, pardon, du radiologue est important. Voici un cas clinique facile, caractéristique pour vous. Un homme de 75 ans, dépistage. Donc 90% des patients qu'on voit viennent dans le cadre d'un dépistage, je dirais, dans le quotidien. 10% viennent dans le cadre d'anomalies cliniques. Donc, dans le cadre du dépistage, pas d'antécédents personnels ni familiaux. Et la vue 2D, on va, on va arriver directement sur la partie sigmoïdienne et rectale. Et vous voyez ici une grosse lacune tissulaire euh, et d'autres lacunes tissulaires un peu plus haut. Voilà, ici c'est une fesses marquée. Donc là, vous l'avez vu passer, je vous la remontre. Ce que vous avez coloré en blanc ici dans la lumière colique en avant, ça c'est une selle marquée par le produit de contraste. Et plus bas, vous avez des images grises à l'intérieur de la lumière qui correspondent à d'authentiques polypes. Ici, il est facile pour nous, les radiologues expérimentés dans cet examen, de reconnaître ces polypes au sein de la vue autodissection. Nous en avons un ici, un autre ici et un autre ici. Et la correspondance sur la vraie vue 3D, endoscopique, la vue dite endoscopique. Ici, vous voyez l'analyse sur la vue 2D et la correspondance avec ce gros polype qui est probablement un adénome avancé de plus de 20 mm. La coloscopie virtuelle a des artefacts. Les artefacts, on va rapidement passer dessus. Les plis, les matières, on l'a vu. Et autres artefacts moins fréquents, les diverticules, les bulles d'air, les compressions extrinsèques, etc. Ça, il s'agit d'un pli, vous voyez, encore un pli. La valvule qui doit être vue. Alors nous, le concept de dire que c'est parce qu'on a terminé la coloscopie qu'on photographie la valvule est un concept qui n'a pas de sens puisque c'est une reconstruction informatique, c'est pas une vidéocoloscopie physique. Mais on doit quand même, voilà, c'est des choses qu'on donne quand il n'y a rien d'autre à photographier. On montre dans nos planches de sélection d'images la valvule iléosécale qui peut, comme vous le savez, elle-même être la source de pathologie, bénigne ou pas d'ailleurs, lipome, tumeur de la valvule, etc.
D'autres faux positifs. Ici, encore un pli un peu aberrant. Des bulles d'air sous muqueuse qui peuvent mimer d'authentiques polypes, mais la vue 2D corrige tout à fait ce diagnostic. Des plis concentriques ici, des plis un peu hypertrophiques. Et là, c'est sur la vue 3D qu'on voit que ce sont des plis. Le doute peut se poser ici sur la vue 2D avec une tumeur concentrique. Ça, ce sont des matières, un peu, des images un peu hétérogènes qui ne sont pas très compréhensibles, mais en vue 3D, ce sont des matières qui sont autour de la canule, donc dans la région rectale. Les diverticules aussi sont source de faux positifs, notamment les diverticules dits inversés. Et là, les vues 2D sont fondamentales pour différencier ces diverticules inversés de polypes dans la muqueuse, dans la lumière, pardon, colique. Quelles sont les performances de la coloscopie virtuelle? Alors, cette étude qui est une étude ancienne, mais qui reste totalement d'actualité, puisque c'est une étude qui a été la plus aboutie, l'étude de Picard de 2003 publiée dans le New England, et l'étude la plus aboutie parce qu'elle a été faite dans des conditions de réalisation et d'interprétation optimales par des radiologues expérimentés et avec une technique rigoureuse. Donc, on doit bien comprendre que cet examen est un examen extraordinaire, mais entre des mains, enfin, avec des radiologues expérimentés qui en font énormément, qui pratiquent régulièrement des corrélations anatomopathologiques avec leurs confrères gastro-entérologues et avec des conditions de réalisation de l'examen qui soient optimales. Et dans ces conditions, on a un examen qui est performant et ça ne s'est pas démenti. Et voilà, depuis cette époque-là, à droite, vous voyez qu'en fait, la très grande majorité des polypes qu'on détecte en général dans le côlon sont des polypes non adénomateux, donc des polypes qui ne sont pas à risque de dégénérescence de cancer. Et sur la partie droite, vous voyez que la sensibilité et la spécificité sont excellentes, dès 6 mm, et elles ne font qu'être meilleures jusqu'à des tailles de 10 mm, où on est entre 90%, autour de 90% de sensibilité et de spécificité pour les meilleures études, euh, donc comparables aux données de la coloscopie optique. Donc, sensibilité de 80 à 95% pour les polypes de 10 mm et plus. Je vous rappelle que c'est le gold standard du diagnostic, c'est le cahier des charges 10 mm et plus. Et une spécificité qui est variable entre 80 et 96%, qui est liée essentiellement à la qualité de l'examen et à la qualité de l'interprétation. Et un meilleur rapport coût-bénéfice de la vidéocoloscopie. Rapidement sur l'IA, l'IA permet des perspectives exceptionnelles car grâce au machine learning et au deep learning, on a des corrélations histopathologiques des polypes détectés, ce qui permet une amélioration considérable et qui va aller de plus en plus haut sur la détection et la caractérisation de ces polypes en différenciant bénins, précancéreux et malins. C'est un outil qui va être de plus en plus déterminant et décisif dans l'interprétation. Dans cette étude parue, on a vu que l'IA a été utilisée aussi dans la coloscopie optique. Mais dans cette étude, il s'agissait de mesurer donc l'importance et la fiabilité de l'intelligence artificielle au cours de la vidéocoloscopie. Donc, augmentation de la fréquence de la vidéocoloscopie quand elle est utilisée avec l'intelligence artificielle, et par augmentation de la détection des adénomes. Donc, certes, on a détecté beaucoup d'adénomes, mais il y a une contrainte du suivi chez ces patients qui vont avoir de plus en plus de coloscopies optiques avec des coûts élevés liés à ce suivi. Tandis que l'IA associée à la coloscopie virtuelle est plus favorable à mon sens, puisqu'elle permet d'augmenter la détection des adénomes non avancés ou avancés et de réduire donc à terme le risque de cancer colorectal sans avoir recours au caractère invasif et contraignant de la coloscopie optique. Nos comptes rendus radiologiques sont des comptes rendus standards exactement comme pour le sein. Donc, on fait état de la qualité de la préparation, de la morphologie du côlon, de la présence ou pas d'anomalies de polypes, de la présence de diverticules, on parle des lésions extracoliques et on classifie, comme le sein pour le BIRADS,
en CERAD avec une conduite à tenir. Quelles sont les recommandations maintenant de la coloscopie virtuelle? Alors en France, on est un peu ceinturé. L'HAS n'a pas beaucoup évolué entre 2010 et nos jours. La coloscopie virtuelle à ce jour est recommandée en cas de vidéocoloscopie incomplète, de contre-indication à la vidéocoloscopie, de comorbidité, de refus avéré de la vidéocoloscopie. Euh, alors que dans le continent nord-américain, on va le revoir après dans une diapo ultérieure, il est indiqué pour toute personne à risque moyen au-delà de 45 ans et non pas 50 ans, tous les 5 ans, avec une alternative libre à la vidéocoloscopie. Ça, ce sont les recos de l'American College of Radiology et de l'American Cancer Society. En Europe, pour l'ESGAR et l'ESGE, ça rejoint un petit peu les recommandations nord-américaines, donc moins contraignantes que les recommandations françaises de l'HAS et de l'INCA. Elle est proposée en alternative à la coloscopie pour les personnes à risque moyen tous les 5 ans, donc en alternative. Je reviens sur les recommandations nord-américaines. Elles ont été remodifiées dans le sens de la coloscopie virtuelle en 2018, où l'USPSTF a abaissé l'âge du dépistage du cancer du côlon de 50 à 45 ans, car on a vu qu'il y a beaucoup d'adénomes avancés et donc un risque de dégénérescence cancéreuse dès 45 ans, en élargissant donc le pool de personnes éligibles au dépistage. Le dépistage du cancer du côlon, il est dit qu'il peut être effectué par coloscopie virtuelle, par sang occulte fécal ou test immunochimique, par sigmoïdoscopie flexible et coloscopie. Donc on ouvre le champ à toutes les techniques possibles au choix du patient. Mais l'avantage de la coloscopie virtuelle est qu'elle est peu invasive, très sensible pour détecter les polypes du côlon. Et on redit dans cette reco de l'USPSTF une étude qui a révélé que les patients qui avaient subi à la fois une coloscopie optique et la coloscopie virtuelle préféraient la coloscopie virtuelle. Et lors des explorations futures, ils seraient plus susceptibles de choisir la coloscopie virtuelle. Non seulement la coloscopie virtuelle est préférable pour les patients, mais elle peut fournir une option plus accessible pour ces derniers. En conclusion, la coloscopie virtuelle est un bon outil de dépistage des lésions colorectales bénignes et malignes dans le cas du dépistage chez les patients à risque moyen, avec une excellente valeur prédictive positive et négative. Elle est une exploration de référence en cas de coloscopie incomplète, de contre-indication à la coloscopie optique ou de refus de la coloscopie optique confère les recommandations de l'HAS. La préparation est facile, bien tolérée et les résultats dans 95% des cas sont de qualité. C'est un examen fiable et reproductible, il est rapide, bien toléré et sans suite avec une reprise immédiate des activités sans la moindre restriction. Ces performances à niveau élevé de qualité sont identiques, voire supérieures à la coloscopie optique dans la détection des polypes de 6 mm et plus. On peut ouvrir le débat, là le chat, le micro ne marchant pas, je suis vraiment désolé, mais on peut ouvrir le débat sur les polypes de moins de 6 mm qui n'ont pas un intérêt en diagnostic. On en parlera peut-être lors d'autres réunions. La performance de la coloscopie virtuelle est améliorée par l'IA. L'IA va prendre une place de plus en plus importante et va encore améliorer cette détection. Et même en cas de risque élevé de la coloscopie virtuelle peut être utile avant une coloscopie optique, car elle permet un bilan lésionnel précis, l'analyse des lésions extracoliques, et elle pose des indications entre endoscopie ou parfois chirurgie. Je vous remercie, je vais je vais départager l'écran. Alors, je suis désolé donc si les micros ne marchent pas, j'arrive pas à les activer. C'est un écueil du webinaire. On va essayer pour les prochains webinaires qui vont suivre donc absolument d'activer les micros. Est-ce que donc par écrit, il y a des questions auxquelles je peux répondre oralement ou par écrit? D'abord, est-ce que vous m'avez bien entendu? Ok, merci.
Alors, je crois de toute façon que... merci beaucoup. Donc, Valérie, oui, il faudra qu'on puisse activer le micro. Voilà, j'en profite. C'est- Je crois même qu'on peut être à 20 ou 30 dans des webinaires avec les micros activés. Euh, je crois que c'est plus favorable et de pouvoir se parler après de vive voix après. Euh, il y aura une... voilà, vous allez recevoir, je crois, des mails par la suite. Je crois, je sais pas, sous le contrôle de Valérie Duret. Euh, pour voir si vous avez des questions ultérieures auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, il y aura une enquête, je crois qu'il y aura une enquête de satisfaction. Euh, oui, oui, on peut tout à fait activer les micros, ce sera le cas pour les prochains webinaires. Voilà, donc, mais je pense qu'il y aura une communication par mail. Voilà. Je vais essayer, Valérie, dans mon modeste ordinateur, d'avoir un fichier enregistré que je puisse vous confier. Et puis donc, voilà, si vous avez des questions sur la coloscopie virtuelle, vous pouvez, je crois qu'il y aura un mode de communication qui est prévu par l'agence de communication ou qui va me rebondir et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, si vous avez encore des questions maintenant, où en est l'ingestion de micro-caméra? Ah voilà, pardon, j'étais resté sur le microphone du webinaire, j'ai rien compris. Euh, ok, merci beaucoup Zoé. Je n'ai pas de réponse. Alors, les patients nous posent souvent la question. Je n'ai pas vraiment de réponse sur la microcapsule. Ce que je leur dis, moi j'ai un discours, enfin j'ai une réponse qui pour l'instant encore est un peu stéréotypée. Là, je ne reconnais pas les microcapsules comme des analyses du côlon. À ma connaissance, les gold standards d'analyse du côlon sont véritablement la coloscopie optique et la coloscopie virtuelle. À ma connaissance, les capsules ne sont que pour des zones qui ne sont pas accessibles à ces deux examens, qui sont l'intestin grêle. Je crois que ça concerne uniquement l'intestin grêle, en complément ou en alternative aux techniques d'imagerie de l'intestin grêle que sont l'entéroscan et l'entéro-IRM. Voilà pour ce que j'en sais des vidéocapsules. Et bien sûr, moi j'ai parlé des praticiens euh, du médecin traitant, mais bien sûr, on s'adresse absolument à tous les praticiens voilà, qui ont des consultations. Ils sont, le cancer, ça, c'est comme pour le cancer du sein, le cancer colorectal avec le cancer du poumon étant les cancers les plus fréquents. Je crois que tous les praticiens cliniciens sont totalement impliqués et intéressés pour, par ce dépistage du cancer du côlon. Et donc, merci à tous de participer, de faire la promotion de la coloscopie virtuelle dans ce sens. Salut Jérôme. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions par écrit, désolé encore pour les micros qui seront activés la prochaine fois. Je vais donc vous abandonner. Merci à vous tous. À bientôt. La suite peut-être en échange mail. À bientôt, au revoir.